Chambers Biker Gang, or Motorcycle Club as they call it, was founded here in Texas in 1966 by a disillusioned Vietnam War veteran. Et cet homme était Donald Chambers. Donald Eugene Chambers est né le 23 novembre 1930 au Texas, pendant la Grande Dépression. L'autonomie n'était pas une philosophie là où il a grandi. C'était un mécanisme de survie. L'autorité était vue avec méfiance. La dureté était la seule monnaie qui conservait sa valeur. Il rejoignit le United States Marine Corps et servit pendant la guerre du Vietnam. Et pour comprendre ce que cela lui a fait, il faut comprendre ce que le Vietnam a fait à toute une génération d'hommes américains. 2,7 millions d'Américains ont servi dans ce conflit. 58 000 sont rentrés dans des cercueils. Ceux qui sont revenus vivants sont rentrés dans un pays qui n'avaient aucun cadre pour comprendre ce qu'ils avaient traversé. Le PTSD ne deviendra un diagnostic clinique reconnu qu'en 1980. Dans les années précédentes, les hommes qui en souffraient étaient simplement décrits comme instables, difficiles ou brisés. Aucun traitement ne leur était proposé. On ne leur proposait rien. Le chômage parmi les vétérans du Vietnam était nettement supérieur à la moyenne nationale. Le système du VA était débordé et sous-financé. Le mouvement anti-guerre avait empoisonné la manière dont ils étaient perçus culturellement. Les vétérans n'étaient pas célébrés lorsqu'ils rentraient de chez eux. Ils étaient ignorés, méprisés ou tenus responsables d'une guerre que le public voulait oublier. Des hommes envoyés combattre par leur gouvernement rentraient pour découvrir que ce même gouvernement n'avait plus rien à leur offrir. Chambers retourna à Houston et trouva un emploi de docker sur les quais, un travail physique et anonyme pour un homme fait pour quelque chose de totalement différent. Il avait servi dans l'une des organisations militaires les plus disciplinées de la planète, vécu au sein d'une fraternité où l'homme à côté de vous faisait la différence entre la vie et la mort, exister dans une hiérarchie où le rang signifiait quelque chose et où la loyauté était absolue. Rien de tout cela n'existait sur les quais. Rien de tout cela n'existait non plus dans les clubs de motards qu'il rejoignit. Chaque club avec lequel il roulait lui semblait être une pâle imitation de ce qu'une véritable fraternité pouvait être. Alors il arrêta de la chercher et la construisit lui-même. Le 4 mars 1966, à San Leon, Texas, une petite communauté de pêcheurs sur la baie de Galveston, Donald Chambers fonda le Bandidos Motorcycle Club. Le nom venait des bandits mexicains du Far West, des hommes vivant hors la loi, ne répondant à aucune autorité autre que leur propre code. L'emblème représentait un bandit caricatural portant un sombrero, tenant une machette et un pistolet. Le Fat Mexican, comme le club l'appelait, porté avec un sérieux total, peu importe ce qu'en pensèrent les autres. Les couleurs étaient le rouge et l'or, choisis délibérément. Le rouge et l'or étaient les couleurs du United States Marine Corps. Chambers construisait une fraternité pour des hommes comme lui et voulait que cela soit compris dès le premier regard porté sur l'emblème. La structure était militaire dès la base. Président, vice-président, sergent at arms, officiers avec des rôles définis, des prospects qui gagnaient leur adhésion complète par une loyauté démontrée avant que l'emblème ne leur appartienne. Des règlements, de l'application stricte des règles. Le monde des motards hors la loi de cette époque reposait sur le chaos et les personnalités. Chambers construisit quelque chose qui fonctionnait grâce à la structure. Cette différence compterait plus que tout le reste dans les décennies suivantes. Le slogan était direct. « We are the people our parents warned us about ». Ils adoptèrent l'écusson du 1%, le symbole apparu après que l'American Motorcyclist Association ait affirmé que 99% des motards respectaient la loi. Les Bandidos portaient le 1%, restant comme un insigne. Ils n'avaient aucun intérêt à faire partie des 99. Le recrutement se développa dans les bars de bikers de Houston et dans les zones environnantes. Chambers et ses premiers membres recherchaient un type d'homme bien précis, des vétérans revenus changés, des hommes incapables de trouver leur place dans la vie civile, des hommes qui comprenaient la discipline et la loyauté comme une expérience vécue plutôt que comme des mots écrits sur du papier. En quelques années, les Bandidos comptaient plus d'une centaine de membres, en majorité des vétérans du Vietnam, qui reconnaissaient dans ce que Chambers avait construit quelque chose qu'ils n'avaient réussi à trouver nulle part ailleurs. Ce qui séparait les Bandidos des dizaines de clubs hors la loi, apparus puis effondrés durant la même période, n'était pas seulement la discipline. C'était la philosophie que Chambers avait intégrée dans l'identité du club dès le premier jour. Cut one, bleed all.
Une attaque contre un membre était une attaque contre tous les membres. Une dette due à l'un était une dette que tout le club récupérerait. Une trahison envers l'un serait punie par tous. Ce n'était pas une simple phrase affichée sur le mur d'un clubhouse. C'était appliqué constamment et visiblement, d'une manière qui faisait comprendre à tous ceux autour du club que la limite était réelle et que les conséquences pour l'avoir franchie étaient sérieuses. Pour des vétérans ayant connu une véritable fraternité de combat et revenus dans une vie civile où ce niveau de loyauté était largement absent, ce n'était pas simplement attirant. C'était la seule chose qui avait un sens total. Les Bandidos offraient une communauté avec de véritables enjeux, une fraternité qui signifiait quelque chose parce que la trahir entraînait des conséquences rapides et sans négociation. Cette même philosophie rendait le club extraordinairement dangereux comme organisation criminelle. Les forces de l'ordre ne pouvaient pas facilement retourner un membre contre un autre lorsque tout le club répondait à cette coopération. Les témoins ne faisaient pas face à un seul homme en colère, mais à une institution. Le principe qui faisait des Bandidos une véritable fraternité les rendait aussi structurellement résistants à la pression des informateurs qui avaient détruit d'autres organisations. Mais cette résistance avait une limite. Et en décembre 1972, le club allait découvrir exactement où cette limite se trouvait. Le 22 décembre 1972, quelque part dans le désert, à l'extérieur d'El Paso, deux hommes reçurent des pelles et l'ordre de creuser. Ils creusèrent, parce que lorsque les Bandidos vous disaient de creuser, vous creusiez. Les deux frères s'appelaient Jimmy et Dale Toll. Ils avaient vendu de la fausse amphétamine aux Bandidos, du bicarbonate de soude emballé comme s'il s'agissait d'une vraie drogue. Une petite arnaque. Le genre de choses qui aurait peut-être pu passer avec quelqu'un d'autre. Pas avec Donald Chambers. Chambers n'agissait pas sur impulsion. Il agissait avec intention. Les frères furent localisés, approchés puis enlevés, emmenés dans le désert à l'extérieur d'El Paso. Le trajet dura des heures, suffisamment longtemps pour que les deux hommes comprennent exactement ce qui leur arrivait et sachent qu'il n'existait aucun moyen d'y échapper. Dans le désert, on leur donna des pelles. Ils creusèrent. Lorsque les trous furent assez profonds, Chambers et ses hommes leur tirèrent dessus. Les corps restèrent dans les tombes que les frères avaient creusées pour eux-mêmes. Un prospect nommé Richard Merla était présent. Merla se trouvait tout en bas de la hiérarchie des Bandidos, encore en train de gagner son écusson, sa loyauté n'étant pas encore totalement testée ni totalement acquise. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent, il fit le choix que Chambers avait construit toute une philosophie pour empêcher. Il coopéra, il témoigna. Son témoignage permit de condamner Donald Chambers et deux autres membres des Bandidos pour double homicide. Au tribunal, Chambers resta stoïque. Il avait fait ses choix en comprenant pleinement leur poids et n'allait pas jouer le regret devant un juge. Des peines de prison à vie consécutive. Il avait 43 ans. Mais même depuis une cellule de prison, Chambers n'avait pas terminé. Il désigna Ronnie Hadge comme son successeur, avec toute son autorité derrière ce transfert. La hiérarchie tint bon. L'institution ne manqua pas un battement. Et ce qui arriva ensuite prouva que la chose la plus dangereuse chez Donald Chambers n'avait jamais été Donald Chambers lui-même. Le successeur Ronnie Hadge n'était pas le visionnaire. Il n'était pas le fondateur. Il n'était pas l'homme dont le nom figurait sur la condamnation définissant jusqu'où les Bandidos étaient prêts à aller. Il était quelque chose de plus important encore. Il était la preuve que ce que Chambers avait construit pouvait fonctionner sans Chambers. Hadge hérita d'un club âgé de 8 ans, comptant plus d'une centaine de membres concentrés au Texas et d'un fondateur tout juste condamné pour double homicide. La trajectoire attendue était le déclin. Des membres nerveux, une surveillance policière intensifiée, des réseaux criminels cherchant des partenaires plus stables, une organisation se repliant vers son noyau dur. Ce n'est pas ce qui arriva. Sous Hadge, à la fin des années 1970, puis dans les années 1980, les Bandidos s'étendirent. Les chapitres texans se multiplièrent. Nouveau-Mexique, Colorado, Louisiane. Le système de prospects conçu par Chambers continuait de filtrer les adhésions, garantissant que les hommes recevant l'écusson avaient démontré ce que le club exigeait. La philosophie « Cut One Bleed All » continuait d'être appliquée, ce qui signifiait que la réputation de représailles restait intacte même sans la présence du fondateur pour l'imposer personnellement. Au début des années 1980, les Bandidos n'étaient plus une organisation texane ayant survécu à un revers. Ils étaient devenus une entreprise criminelle nationale avec une infrastructure dans plusieurs États.
et une culture si profondément ancrée chez les hommes portant l'écusson que retirer l'homme qui l'avait créé n'avait pas changé ce qu'elle produisait. Chambers avait construit quelque chose qui n'avait plus besoin de lui. C'était son plus grand accomplissement et la chose que les forces de l'ordre n'ont jamais réellement prise en compte. En 1979, alors que Chambers était toujours en prison et que Hadge étendait discrètement l'Empire, quelque chose se produisit à Houston que la philosophie « Cut One Bleed All » ne pouvait pas atteindre. Le fils de Chambers, Stephen Trammell Chambers, avait 23 ans. Il fut abattu lors d'un conflit dans une boîte de nuit. Son père, l'homme qui avait construit une organisation autour de représailles absolues qui avait conduit 2 hommes dans le désert et les avait exécutés pour avoir vendu du bicarbonate de soude, était assis dans une cellule de prison sans pouvoir rien faire. Le tueur prit la fuite et adopta une fausse identité. Il traversa la vie américaine sous une autre identité pendant des décennies, tandis que Stephen restait enterré à Houston. En 2016, 37 ans après le meurtre, la police arrêta un homme qu'elle croyait responsable. Sauf qu'en approfondissant l'enquête, les enquêteurs découvrirent que l'homme arrêté vivait sous une identité volée. Le véritable tueur avait réussi à maintenir sa fausse identité de manière suffisamment efficace pour qu'une enquête pour meurtre ne parvienne même pas immédiatement à la percer. Le fait que l'homme responsable ait réellement été traduit en justice reste flou dans les archives publiques. Ce qui est clair, c'est l'ironie au centre de cette histoire. Chambers avait construit une philosophie autour des représailles. Il avait accepté plusieurs peines de prison à vie consécutive plutôt que de compromettre ce principe. Et l'acte de violence qui exigeait le plus personnellement une réponse, le meurtre de son propre fils, fut précisément celui auquel il ne put répondre. Les bandidos avaient toujours répondu à la violence par la violence. Qu'ils aient répondu à celle-ci pour l'homme qui les avait construits n'apparaît dans aucune archive publique. Ce qui est documenté, c'est que le tueur a vécu libre sous un faux nom pendant 37 ans. Et l'homme qui avait fondé les bandidos est mort en 1999 sans avoir obtenu justice pour son fils. En 1983, la même année où Chambers fut finalement libéré sur parole, le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms forma une task force multi-agents avec un seul objectif, enquêter sur les bandidos de manière suffisamment complète pour mener une poursuite coordonnée à l'échelle nationale. Pendant 18 mois, la task force travailla. Des renseignements furent collectés dans plusieurs États. Des agents infiltrés furent intégrés, des informateurs recrutés. Toute la carte criminelle fut dessinée, production et distribution de drogue, trafic d'armes, véhicules volés, violences commanditées, réseau de prostitution générant des revenus dans plusieurs chapitres. Le 21 février 1985, ils passèrent à l'action. Des raids simultanés dans plusieurs États. 20 lieux frappés en une seule matinée. Ce qu'ils découvrirent confirma tout. Des armes à feu bien au-delà des quantités destinées à une protection personnelle. Des narcotiques en quantité destinée à la distribution, des véhicules volés traités pour la revente, de l'argent provenant d'opérations criminelles à travers le pays. 85 membres et associés des bandidos inculpés à l'échelle nationale. L'une des plus grandes opérations fédérales coordonnées contre une organisation de motards hors la loi dans l'histoire américaine. Les bandidos y survécurent, pas parce qu'ils avaient eu de la chance, parce que la structure construite par Chambers était conçue pour absorber exactement ce type de pression. Des membres individuels allèrent en prison. Des chapitres individuels perdirent des ressources. Mais l'organisation continua de fonctionner parce qu'elle n'avait jamais été construite autour d'un point unique que les forces de l'ordre pouvaient retirer en considérant l'affaire terminée. Les bandidos n'étaient pas une pyramide, ils étaient un réseau. Et en 1985, ce réseau s'étendait déjà jusqu'à un deuxième continent. 2 ans plus tôt, en 1983, le premier chapitre australien avait été créé. Les agents exécutant des mandats à travers le Texas ciblaient un club qui avait déjà traversé un océan. L'expansion australienne n'était pas accidentelle. Les bandidos avaient observé pendant des années l'expansion internationale des Hells Angels et en avaient tiré une conclusion simple. Une organisation présente dans un seul pays est vulnérable d'une manière qu'une opération multi-pays ne l'est pas. Une portée internationale signifiait une résilience internationale. L'Australie avait développé sa propre culture de motards hors la loi indépendamment depuis les années 1960, produisant des clubs opérant déjà dans les mêmes marchés criminels,
avec la même philosophie de base. Lorsque des représentants des bandidos prirent contact, ils trouvèrent des hommes qui comprirent immédiatement ce que signifiait l'écusson et ce qu'impliquait le fait de le porter. Les chapitres australiens grandirent rapidement et devinrent violents. La discipline des Marines et la philosophie Cut One Bleed All traversèrent le Pacifique sans rien perdre dans la traduction. Depuis l'Australie, la logique d'expansion continua. Si un océan pouvait être traversé, alors deux le pouvaient aussi. Les bandidos devenaient quelque chose que Chambers n'avait pas spécifiquement conçu, mais qu'il avait rendu structurellement inévitable. Une entreprise criminelle mondiale suffisamment cohérente pour opérer simultanément à travers plusieurs juridictions légales. Les fondations qu'il avait posées à San León en 1966 soutenaient désormais plusieurs continents. En 1989, les bandidos établirent leur premier chapitre européen en France. Depuis la France, l'expansion se déplaça vers le nord, Allemagne, Danemark, Norvège, Suède. Tout cela sur un territoire des Hells Angels. Les Hells Angels n'étaient pas intéressés par la négociation, ce qui suivit entre 1994 et 1997 était quelque chose pour lequel les gouvernements européens n'étaient réellement pas préparés. 11 morts, 74 tentatives de meurtre dans 4 pays, 96 blessés. 2 nations forcées d'adopter de nouvelles lois en plein conflit, parce que leurs lois existantes n'avaient aucun cadre pour ce qui se produisait. Tout commença au Danemark en 1994, où les deux clubs avaient des chapitres suffisamment proches pour qu'un conflit territorial soit une question de temps et non de possibilité. En 1995, il s'était propagé à travers toute la Scandinavie. En 1996, il était devenu quelque chose de totalement différent. Le 10 septembre 1996, un missile anti-char fut tiré contre un clubhouse des Hells Angels à Copenhague. Un prospect des Hells Angels fut tué, 3 autres blessés. Ce n'était pas un drive-by, ce n'était pas une bagarre de bar, c'était une arme militaire utilisée dans une capitale européenne par une organisation criminelle contre une organisation criminelle rivale. Une voiture piégée explosa devant le clubhouse des Hells Angels à Drammen, en Norvège. Une attaque à la bombe endommagea le chapitre de Helsingborg, en Suède. Les deux camps importaient des armes de qualité militaire, coordonnaient leurs opérations au-delà des frontières nationales, menaient des opérations avec la discipline logistique d'organisations fondées sur une structure militaire dès leur création. La guerre prit fin avec un cessez-le-feu négocié en 1997. 2 pays durent réécrire leurs lois, parce que 2 clubs de motards avaient décidé que le même territoire leur appartenait. Donald Chambers était vivant lorsque tout cela se produisit. Il était à El Paso, retraité, vivant discrètement. L'organisation qu'il avait fondée dans une ville de pêcheurs sur la baie de Galveston tirait désormais des missiles anti-chars contre des clubhouses rivaux à Copenhague. La discipline des Marines qu'il avait intégrée dans les Bandidos en 1966 était devenue la logique opérationnelle d'une entreprise criminelle internationale de style militaire, opérant sur tout un continent. L'écusson qu'il avait conçu était porté par des hommes qui n'étaient jamais allés au Texas, n'avaient jamais rencontré le fondateur et n'avaient aucun lien avec la fraternité de vétérans du Vietnam pour laquelle le club avait été créé. Ils le portaient pour ce qu'il représentait, et ce qu'il représentait était exactement ce que Chambers avait toujours voulu. We are the people our parents warned us about. Donald Eugene Chambers mourut le 18 juillet 1999 à El Paso. Il avait 68 ans. Cancer. Il fut enterré à Houston au Forest Park Lawndale Cemetery, sous une pierre tombale portant son nom, l'insigne des Bandidos et le slogan qu'il avait écrit sur le mur du clubhouse 33 ans plus tôt. We are the people our parents warned us about. Au moment de son enterrement, les Bandidos comptaient des milliers de membres à travers les États-Unis, l'Europe, l'Australie et l'Asie du Sud-Est. L'un des Big Four des clubs de motards hors la loi de la planète, aux côtés des Hells Angels, des Outlaws et des Pagans. Ils avaient survécu à des raids fédéraux, à une guerre internationale de bikers, à des poursuites RICO et à l'emprisonnement de leurs propres fondateurs. Ils avaient des chapitres dans des pays que Chambers n'avait probablement jamais visités, menant simultanément des opérations criminelles sur plusieurs continents. Les années suivant sa mort confirmèrent tout ce qu'il avait construit. En 2015, un affrontement au restaurant Twin Peaks à Waco, Texas, fit 9 morts
et 18 blessés sur un parking. En 2018, Jeffrey Pike, président national des Bandidos, fut condamné pour racket fédéral et condamné à la prison à vie. La même peine que Chambers avait reçue, le même club, la même logique institutionnelle traversant un autre homme 44 ans plus tard. Chambers avait construit tout cela en 6 ans, dans un bar de bikers texan, avec la compréhension de la hiérarchie d'un marine et le besoin de fraternité d'un vétéran. Puis il était allé en prison, et ce qu'il avait construit avait continué d'avancer, parce qu'il l'avait construit suffisamment solidement pour que cela n'ait plus besoin de lui. C'est ce que les forces de l'ordre n'ont jamais totalement compris. En 1974, lorsqu'elles l'ont enfermé, elles ont retiré le fondateur, elles n'ont pas retiré les fondations. Et les fondations, 59 ans après avoir été posées à San León lors d'un après-midi de mars 1966, sont toujours debout. Donald Chambers est allé en prison en pensant protéger ce qu'il avait construit. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que la chose la plus dangereuse chez les Bandidos n'a jamais été lui. C'était la structure qu'il avait laissée derrière lui. Et cette structure est toujours debout. Mais que se passe-t-il lorsqu'une fraternité construite sur des blessures coloniales et un même sang s'étend à travers 20 pays, force des gouvernements à l'interdire totalement et ne peut toujours pas être arrêtée? Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir comment cela s'est déroulé.